Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Comment combattre la désinformation scientifique? C'est une vaste question, n'est-ce pas? Alors que nos réseaux sociaux relaient de nombreuses recherches scientifiques bidons et que les gens n'arrivent plus à départager les nouvelles scientifiques valides avec les nouvelles qui détournent la science de son objectif premier. Non, pas nous faire maigrir en 21 jours ou nous permettre de rajeunir ou encore nous fournir la pilule miracle. Simplement faire progresser la recherche et les connaissances scientifiques tout en contribuant parfois, mais pas toujours, ni de manière immédiate, à améliorer notre vie. Il faut bien avouer que l'industrie pharmaceutique ne contribue pas toujours à une bonne information lorsqu'elle diffuse des messages parfois tronqués aux médecins pour qu'ils recommandent un médicament plutôt qu'un autre. Et concrètement, que pouvons-nous faire pour mieux repérer les nouvelles, les fausses nouvelles et les rumeurs? Le Cœur des sciences de l'UQAM a organisé en novembre dernier une table ronde sur le thème de la désinformation. Cela nous a inspiré une émission. La voilà. Nous rejoignons maintenant José Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse. Bonjour José Nadia. Bonjour Isabelle. Oui, tu as participé à un récent colloque sur la désinformation scientifique. Pourquoi c'est un sujet très d'actualité? Oui, en fait, ce colloque-là, il s'est déroulé au lendemain des élections américaines avec la victoire de Trump. Puis on sait combien il y a eu beaucoup de désinformation lors de cette campagne-là. Alors, c'est pas un phénomène, c'est un phénomène très d'actualité parce qu'il y a tout le phénomène ressurgit dans l'actualité justement avec cette campagne-là, mais ça existe aussi depuis longtemps. Moi, je dirais que c'est surtout les techniques de propagation de la désinformation qui se sont raffinées, parce que les gens, on le sait, tirent leurs nouvelles maintenant beaucoup de Facebook. Alors, un canal comme celui-là, Facebook, ça n'existait pas il y a quelques années. Alors, ça fait que, évidemment, on est confronté davantage à de la fausse information comme celle-là, ouais. Est-ce que les réseaux sociaux sont moins fiables que les médias qu'on appelle encore maintenant, je ne sais pas si on devrait continuer à les appeler comme ça, mais traditionnels? Il y a des algorithmes en arrière des médias sociaux, Alors, c'est des façons de raffiner l'information qui arrive au lecteur. Fait que il y a effectivement des fois on se retrouve, on appelle ça une bulle, on se retrouve dans notre bulle. Moi, j'aime les informations qui me confortent dans mes opinions, évidemment. Alors, je clique sur celle-là, donc c'est celle-là qu'on va me proposer davantage. Tandis qu'un média traditionnel, c'est fait par un journaliste qui, lui, doit évaluer toutes les sources qui sont disponibles pour rendre la nouvelle. Oui, c'est plus objectif, on va dire. Ou du moins, il n'y a pas ce biais-là qui est là au départ à cause de l'algorithme. Oui. Donc, le colloque se déroulait au Cœur des sciences. Il y avait à peu près 300 personnes quand même qui s'étaient déplacées pour vous écouter. Qu'allais-tu raconter? On peut voir la petite vidéo. J'espère qu'elle sera encore en ligne. On va mettre en ligne de toute façon la page. Mais qu'allais-tu raconter à ce colloque exactement? En fait, c'est ça. Comme à l'agence, on est un média, alors on fait une veille de l'actualité. Puis on le voit qu'il y a de plus en plus d'informations, de désinformations, puis ça nous inquiète évidemment parce qu'on est un média. On parlait de Facebook tout à l'heure, mais il y a aussi, on est à une époque où tout un chacun peut aussi produire de l'information, avec les blogs par exemple. Donc on y va de nos opinions, puis on peut surtout la diffuser maintenant vers un large public par l'entremise, comme on le disait, des réseaux sociaux. Fait que les gens qui lisent ces informations-là, ils doivent savoir comment se référer à des sites crédibles. C'est ça qui est difficile maintenant de contourner, en fait. Alors, il y a des nouvelles qui peuvent, derrière certaines nouvelles, peuvent se cacher des groupes d'intérêt, évidemment. Il y a des scientifiques aussi, parce que là, on est un média de science, donc on parle de science. Il y a des scientifiques aussi qui sont de plus en plus soumis à la pression pour publier des résultats. Puis,
Puis pourtant, la science, là, c'est ni blanc ni noir. C'est un processus qui est en constante évolution. Il y a des nuances de gris. Alors, c'est plus difficile de s'y retrouver. Il y a des nouvelles aussi qui sont amusantes, comme on peut sourire quand on apprend que pour guérir d'un cancer, on peut manger 3 ananas par jour. C'est une recette éprouvée par quelqu'un qui met ça en ligne. On peut sourire devant cette nouvelle-là, mais ça peut avoir aussi un impact néfaste, des nouvelles comme ça, sur la santé des gens. Sur des décisions politiques aussi, puis encore plus généralement là sur la culture scientifique de la population. Fait que quand il s'agit de relayer des informations comme ça, ben évidemment, il y a aussi des médias sérieux là, qui peuvent tomber dans le piège. Donc, à l'agence, comme on est un média, comme je le précisais, en sciences, on produit, on diffuse de l'information. Alors, on se trouve interpellé par ça. Ça nous préoccupe au plus haut point. Ça fait parce qu'on fait partie de la chaîne d'information. Puis, on pense quand même qu'on peut amener une solution aussi à cette lutte à la désinformation-là. Alors, ce sont tous des aspects que j'ai traités là, lors du colloque. Oui. Penses-tu si je mange juste 2 ananas et demi, ça va marcher? Non, je pense que ça prend plus que ça. Mais c'est exactement ça, c'est que les gens, ils retiennent ça, puis d'ailleurs, face à des fausses nouvelles, on apprend, c'est dans la foulée des élections, on apprend toutes sortes de choses sur les fausses nouvelles, comme par exemple, si on est confronté à des fausses nouvelles, on finit par les croire aussi, parce que avec la répétition, ben ce qu'on retient, c'est le titre de la fausse nouvelle, ouais. Puis pour ce faire, à l'agence, on se dit aussi, parce qu'on a lancé une campagne au printemps dernier, Sans la science, où on faisait la promotion du journalisme scientifique à ce moment-là. Puis on pense évidemment que le rôle des journalistes scientifiques est prépondérant là, pour faire le départage du vrai, du faux dans des nouvelles comme ça. On se dit que les journalistes scientifiques sont mieux outillés là, pour repérer les informations qui sont solides, remettre la nouvelle en contexte aussi, c'est important, puis aussi trouver là, des sources fiables, évidemment. Oui, face à la désinformation, la première des responsabilités serait celle des journalistes, selon toi? Oui, ça passe par là, évidemment. Ouais, c'est vraiment d'amener, de remettre en contexte les nouvelles pour que les gens puissent savoir ce qu'il y a derrière la nouvelle, évidemment. Ça m'amène à parler aussi là, du projet du détecteur de rumeurs qu'on a lancé en septembre, mais qui va vraiment là, prendre une vitesse de croisière plus soutenue dès le mois de janvier. L'ambition derrière le détecteur de rumeurs, c'est de vérifier là, grâce à l'expertise de journalistes scientifiques, un scientifique journaliste ici là, qu'on va embaucher. Alors, cette personne-là va vérifier les affirmations douteuses, les rumeurs, les idées qui circulent aussi sur les médias sociaux, en s'appuyant chaque fois sur des faits scientifiques. Ce projet-là, il a été lancé, là, comme je le disais, au mois de septembre. C'est notre solution qu'on amène, nous, bien humblement, là, à la lutte contre la désinformation. Puis, comme je le précisais, ça va passer à la vitesse grand V en janvier grâce à un partenariat là, avec les fonds de recherche du Québec et le Bureau de coopération interuniversitaire. Oui. Quelles autres pistes, ça c'est la piste de solution de l'agence Science Presse, mais quelles autres pistes de solutions sont ressorties de cette rencontre, de ce colloque? On a beaucoup parlé de l'esprit critique des gens, comment le développer aussi. Malheureusement, comme on était, je l'expliquais tout à l'heure, on était au lendemain des élections de Trump, de la victoire de Trump. On était encore un peu tout sous le choc de ça. Puis on n'a pas pu aborder les outils, mais il y a des étapes qui sont assez faciles pour les gens là, pour essayer d'éviter de propager des fausses nouvelles comme celle-là. Par exemple, là, quand on se retrouve devant une nouvelle trop belle pour être vraie, déjà, comme celle des ananas, par exemple, déjà, il y a un petit drapeau qui devrait se lever quand on lit une manchette comme celle-là.
Ensuite, on devrait peut-être regarder la source de la nouvelle. Il y a des sites maintenant qui sont satiriques, qui font leur pain et leur beurre, juste en écrivant des nouvelles drôles, là. Puis souvent, ces sites-là, c'est déjà indiqué que ces nouvelles ne doivent pas être prises pour vrai, là, tu sais, comme réelles, parce que on veut juste s'amuser finalement avec ces nouvelles-là. Alors, il faut vraiment trouver la source de la nouvelle. Ensuite, il y a des médias crédibles aussi, comme l'Inspecteur Viral, qui fait beaucoup dans le déboulonnage là, de fausses nouvelles, de nouvelles virales. En sciences, il y a le Pharmacien aussi qui en fait beaucoup. Il y a le site Extenso aussi qui fait dans les nouvelles qui ont rapport à l'alimentation. Donc, si par exemple, on me dit que le curcuma, c'est bon pour contrer les effets du cancer, mon premier réflexe à moi, ça serait de me dire, OK, je vais aller voir sur Extenso, c'est un site en alimentation, je vais aller voir ce qu'ils me disent sur le curcuma, puis je vais lire là-dessus. Puis pour aller plus loin, évidemment, on peut aussi soumettre la nouvelle à une grille d'évaluation qui a été élaborée par l'Inspecteur Viral, puis on a ajouté notre petite grain de sel, nous aussi, à cette grille-là. C'est disponible sur son site. Puis c'est simplement de vérifier est-ce que la nouvelle est tirée d'une seule étude, par exemple. Est-ce que cette étude-là a été publiée dans une revue scientifique? Est-ce qu'elle a été réalisée sur des humains ou sur des souris aussi? Parce qu'il y a une bonne différence entre les deux. Alors, ce sont tous des petits trucs qu'on peut certainement mettre chacun. Là, on peut mettre une nouvelle à l'épreuve de cette façon-là, avant de la propager sur sa page Facebook. Merci beaucoup. On était en compagnie de Josée Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse. Merci Isabelle. Nous parlons maintenant avec Marc-André Gagnon, professeur en politique publique à l'Université de Carleton et professeur invité au Centre de politique d'éthique et de droit de la santé à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Professeur Gagnon, vous vous intéressez aux stratégies corporatives destinées à influencer le savoir médical. C'est un peu complexe. En fait, vous vous intéressez surtout à l'industrie pharmaceutique. Donc, ces stratégies de Big Pharma sont-elles nombreuses? Oui, tout à fait. Puis il faut comprendre, donc quand on parle de désinformation, souvent on a un petit peu tendance à penser à la désinformation un petit peu des fois d'une manière paresseuse d'interpréter les données, là, c'est-à-dire que on cite une étude contestable pour dire OK, voici, ça s'est prouvé ou quoi que ce soit, mais en fait ce qui m'intéresse au niveau de la désinformation, c'est pas la paresse qu'on peut avoir parfois dans certains médias sur de la façon de rendre un petit peu plus spectaculaire des résultats. C'est vraiment les campagnes de désinformation organisées par des intérêts corporatifs qui défendent leurs intérêts commerciaux. Et ça, il faut comprendre qu'on le voit en pharmaceutique, mais de plus en plus dans plusieurs secteurs industriels, lorsque l'évaluation risque-bénéfice devient importante pour déterminer les parts de marché d'une entreprise, c'est clair que la guerre va se faire au niveau de la production scientifique pour essayer d'aller trouver des arguments qui défendent les intérêts de l'entreprise. Et en même temps, c'est aussi une guerre pour un petit peu empêcher la divulgation des informations qui iraient à l'encontre des intérêts commerciaux de l'entreprise. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de stratégie finalement. Tout à fait. Et au niveau des stratégies, il faut comprendre que c'est une stratégie qui va se jouer beaucoup au niveau médiatique d'une part. Dans le cas du secteur pharmaceutique, ça se joue beaucoup sur la façon qu'on va disséminer le savoir auprès des professionnels de la santé, donc la promotion auprès des médecins avec les armées de représentants médicaux. Mais ce qu'on voit et ce qui est important, c'est que ça se joue aussi sur le terrain de la littérature scientifique elle-même. C'est-à-dire sur comment on peut essayer d'influencer, de biaiser cette littérature scientifique en produisant des études qui vont toujours dans la direction des intérêts de l'entreprise
et comment on peut aussi essayer de discréditer les études indépendantes qui diraient qu'il y aurait un discours différent. Oui. Pour vous, Big Pharma agit souvent comme une véritable industrie de la désinformation? Expliquez-nous pourquoi. Oui, puis en fait, là, on parle de Big Pharma, mais on pourrait regarder dans d'autres secteurs industriels, au niveau des pipelines, etc. Mais il faut comprendre qu'au niveau pharmaceutique, on a développé, en fait, étant donné que l'évaluation risque-bénéfice, elle est centrale sur la détermination du succès d'un médicament et que un produit peut représenter des revenus de plusieurs milliards pour une entreprise, c'est clair que pour l'industrie pharmaceutique, le jeu de tenter d'influencer le savoir médical, il s'est développé, il s'est raffiné, je dirais, de manière assez époustouflante. Et les autres types d'entreprises, par exemple, maintenant les compagnies de tabac, où on parlait des grandes campagnes pour des sucriers, par exemple, pour présenter le sucre comme n'étant pas si mauvais, etc. Ben, ces grandes campagnes-là, en fait, il faut comprendre que elles sont pas très raffiné par rapport à ce qui s'est développé dans le secteur pharmaceutique. Le secteur pharmaceutique, on a vraiment des plans de communication. C'est, OK, comment on va produire 60, 80 études scientifiques dans la littérature scientifique pour défendre notre produit et publier ces études-là juste à temps lorsque le médicament est approuvé pour pouvoir envoyer notre armée de représentants médicaux pour aller faire le blitz de marketing auprès des médecins de la manière la plus convaincante possible. Oui. Le problème, c'est que on se retrouve tout le temps avec des études qui sont pas des études qui sont fausses, là. Faut faire attention, c'est des études qui vont parler toujours des beaux côtés des produits, mais en même temps, tout ce qui est les effets secondaires qui seraient un petit peu plus problématiques, ben ces effets secondaires-là, il n'y a aucune obligation de les publier, donc on ne les publie pas, tout simplement. Parlons de cas concret, celui du Vioxx, ce médicament anti-inflammatoire et anti-arthritique. Dans ce cas, il s'agissait bien de mensonges et de manipulation d'informations. Racontez-nous un peu. Ben, en fait, le Vioxx est un cas qui est très intéressant. Le Vioxx a été retiré du marché en 2004. C'était pour réduire, entre autres, les douleurs arthritiques. Et normalement, il faut comprendre, c'est quand on a des problèmes avec un médicament dans le secteur pharmaceutique et qu'il y a des gens qui vont porter plainte, etc., c'est toujours des règlements hors cours. Et la raison des règlements hors cours, c'est que ça permet à l'entreprise de ne jamais divulguer ses documents internes. Et là, pour le Vioxx, ce qu'on a vu, c'est qu'en Australie, il y a eu un class action, donc un recours collectif qui s'était mis en place et qui est allé en cours. Et là, on a eu accès aux documents internes. Et c'était fascinant de voir tous les types de stratégies auxquelles la firme Merck a recouru dans le cas du Vioxx. Juste pour donner une idée, le Vioxx, on estime, je vais me faire la comparaison, par exemple, on a retiré toutes les voitures Toyota du marché, en fait, les types de voitures, parce que la pédale restait parfois coincée sur le plancher. On a fait ça il y a 3 ou 4 ans. On estimait à 45 morts le nombre de morts aux États-Unis, étant donné ce problème technique de la voiture. Dans le cas du Vioxx, le Vioxx était sur le marché de, je pense, 97 à 2004. Aux États-Unis seulement, le taux d'infarctus du myocarde pour le Vioxx était tellement élevé, on estime en fait entre 30 et 40 000 morts durant ces 7 années-là de gens qui sont morts d'avoir pris le Vioxx plutôt que d'avoir pris un médicament concurrent. Donc, on parle ici d'un état de fait et d'une proportion des grandeurs qui n'a rien à voir avec la façon qu'on pense normalement la sécurité des voitures ou quoi que ce soit. Donc, les risques sont extrêmement élevés, d'une part, mais les stratégies qu'on a vues ensuite, on découvrait que on avait eu un mensonge au niveau des études qui avaient été publiées. On avait une manipulation des données. La compagnie avait créé de fausses revues médicales pour pouvoir publier ces études comme si c'était des études qui avaient été revues par les pairs alors que c'était pas le cas. Et aussi, et pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était la première fois qu'on avait un plan d'intimidation des chercheurs indépendants. On a retrouvé une liste de 40 chercheurs qui avaient critiqué le Vioxx
Et là, on voyait sur cette liste-là comment est-ce qu'on avait une petite équipe au sein de Merck qui était chargée d'aller discréditer de manière systématique chacun de ces chercheurs-là pour s'assurer que les discours contraires aux médicaments ne soient pas soient anéantis d'une certaine façon. Donc, à partir de là, c'était fascinant de voir comment est-ce que la gestion du discours du médicament, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on publie au niveau des études pour montrer les bénéfices du produit, qu'est-ce qu'on ne divulgue pas pour s'assurer que les gens ne sachent pas les risques associés au produit, et comment est-ce qu'ensuite on gère le discours de manière proactive pour s'assurer que ce qui est dit sur le médicament soit toujours des bonnes choses. Ben, là, on n'avait pas ici un ou deux chercheurs zélés qui n'étaient pas contents de ce que leurs collègues faisaient. On avait des équipes organisées qui planifiaient, qui organisaient cette gestion du discours de manière très bureaucratique, en fait. Et c'est ça qui était fascinant. Et on s'est retrouvé avec ici, dans le cas du Vioxx, on parle de dizaines de milliers de morts liées au produit. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de la sertraline, l'antidépresseur Zoloft l'a fait parler de lui aussi. Et là, il y avait la création d'auteurs fantômes. Et donc, c'est une nouvelle forme de recherche. C'est ce qui est important. Faut comprendre la manière que se fait la recherche médicale. Donc, on a des essais cliniques, souvent qui sont faits par des organisations de recherche contractuelles. Mais une fois qu'on a l'ensemble des résultats cliniques, et là, on parle de milliers de pages de statistiques, là, ensuite, il faut essayer de dépatouiller tout ça. Il faut essayer de produire un discours basé sur ces données-là, qui va créer une niche de marché pour le médicament et qui va maximiser les ventes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des plans de communication. Donc, on demande à des agences de communication médicale de prendre en charge ces données-là et d'arriver avec un plan de communication qui va permettre de maximiser les ventes. Donc, le plan de communication, c'est de dire, quels sont les discours qu'on veut faire, qu'on va avoir par rapport au produit. Bon, souvent, on va dire, cette condition-là n'a pas été assez diagnostiquée par les médecins. Ce produit-là a des effets bénéfiques qui sont, même si c'est pour des usages qui sont pas autorisés par les autorités, on voit qu'il y a quand même des bénéfices supplémentaires. Bon, si vous prenez tel médicament contre le diabète, il va aussi vous faire maigrir en même temps, donc c'est une bonne chose. On encourage les médecins à prescrire le médicament pour faire maigrir en même temps, etc. Donc, on peut arriver avec une série de discours qui va permettre un accroissement des ventes. Et à partir de là, on organise le plan de publication, c'est-à-dire, voici, on va publier 60, 80 études dans les revues médicales qui vont dire ceci et cela sur le produit. Dans le cas de la sertraline, c'était fascinant parce que les documents de cours ont permis de voir que lorsque le Zoloft est arrivé sur le marché, il y avait à peu près 220 études qui existaient sur la sertraline dans la littérature médicale. Mais ce qu'on a découvert, c'est que 80 de ces 220 études avaient été commanditées directement par l'entreprise elle-même. Et ce qu'on avait fait, c'est que c'est pas l'entreprise qui signait les études, c'est qu'on avait embauché des auteurs fantômes, on embauchait des médecins soi-disant indépendants pour signer les études comme si ces études-là avaient été faites de manière indépendante. Donc, au bout du compte, on se retrouve avec une masse critique d'articles dans la littérature médicale qui permet de, si jamais un médecin a entendu parler d'une de ces autres études qui est peut-être moins favorable au produit, quand on envoie notre armée de représentants médicaux, on est en mesure de noyer toute critique dans l'ensemble de cette littérature commanditée par l'entreprise qui va nous apporter l'ensemble des arguments de vente qu'on veut faire passer aux médecins. Que peut-on faire alors? Oui, allez-y. Donc, à ce niveau-là, c'est clair qu'il faut trouver un mécanisme pour que de manière beaucoup plus systématique, tous les résultats de recherche clinique soient rendus publics, d'une part. Mais aussi, faut pas oublier une chose, c'est que la recherche privée, elle se fait pour des intérêts privés. Et faut comprendre, quand un essai clinique porte sur un nouveau produit, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait
pourquoi est-ce que les médecins devraient prescrire notre produit plutôt que le voisin? C'est jamais... on pose jamais la question, pour telle condition, quel devrait être le médicament de première ligne qu'on devrait prescrire pour un patient? Ce type de questions-là, c'est pas les entreprises qui vont faire ça, c'est la recherche publique. On peut avoir des essais cliniques publics. On en a parfois aux États-Unis avec le NIH, par exemple, qui avait regardé pour les antihypertenseurs, fait un grand essai clinique qui s'appelait ALAT, et qui avait dit, écoutez, on va prendre tout ce qui est disponible sur le marché. On va regarder quel est le produit qui est le meilleur produit pour le patient, qui apporte le plus de bénéfices avec le moins de risques. Et ce qui était fascinant, c'est qu'on a découvert que le médicament qui était en fait le plus bénéfique avec le moins de risques était l'ancienne génération de médicaments, les antidiurétiques, par rapport à toutes les nouvelles générations d'antihypertenseurs. Et les antidiurétiques, en fait, coûtaient 10 fois moins cher que les nouveaux médicaments, plus chers et plus risqués avec moins de bénéfices. Mais ça, c'est clair qu'il n'y a aucune entreprise pharmaceutique qui va faire des essais cliniques qui pourrait démontrer qu'on a des médicaments qui sont plus vieux et moins chers, qui font un meilleur travail pour une telle condition. Oui, c'est sûr. Donc, à ce niveau-là, c'est clair qu'il faut aussi se donner des moyens au niveau d'une recherche publique, au niveau d'essais cliniques publics, pour mieux identifier quel devrait être le premier choix des médecins. Il faut arrêter de laisser le médecin se dépatouiller dans une littérature scientifique où est-ce qu'on a chaque produit qui dit « prescrivez-moi, je suis le meilleur » et que l'information se rende aux médecins à travers une armée de représentants médicaux qui sont là pour vendre leurs produits et non pas donner les meilleures informations cliniques disponibles. Si on veut se donner les meilleures informations cliniques disponibles, il faut se donner les capacités institutionnelles pour aller trouver ces données-là et les disséminer auprès des médecins. Et ça, on ne sait pas encore donner ces capacités-là. Merci beaucoup, professeur Gagnon. On était en compagnie de Marc-André Gagnon, professeur en politique publique à l'Université de Carleton et actuellement invité au Centre de politique d'éthique et de droit de la santé à l'Université d'Ottawa. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, au micro Isabelle Burguin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse. On a un nouveau site, je ne sais pas si vous l'avez vu, et aussi nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome et de foldéome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome de Guillaume, de signalosome vers les lysosomes, et puis phone. Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en série